Ils n'ont jamais été élus. Ils n'ont jamais bâti d'empire technologique. Et pourtant, ces personnages d'une puissance redoutable ont commandé des fortunes valant des milliards, façonné des villes entières et influencé des gouvernements depuis l'ombre. Des îles privées aux yachts serties de joyaux, leur monde s'est construit sur l'influence, le luxe et une autorité que personne ne contestait. Dans cette vidéo, Opulence TV vous révèle le seul magnate clandestin de l'histoire dont la fortune a dépassé celle d'Elon Musk lui-même. Anthony Fat Tony Salerno, le banquier derrière le pouvoir. Il n'était pas tape à l'œil, mais Anthony Fat Tony Salerno était l'architecte financier derrière l'une des organisations les plus discrètes et les plus influentes de l'histoire criminelle américaine, opérant depuis l'ombre d'East Harlem. Il a construit méthodiquement une entreprise évaluée à plus de 600 millions de dollars, à travers des clubs à enjeux élevés, des opérations de prêts privés et le contrôle total des principaux syndicats, tandis que d'autres figures couraient après les projecteurs. Fat Tony, lui, achetait le silence avec des connexions stratégiques et de l'argent comptant. Son empire ne reposait pas sur le chaos. Il passait par des sociétés écrans, des entreprises de construction immobilière et des syndicats de stationnement, transformant le capital clandestin en richesse parfaitement légitime sur le papier. Ses outils les plus tranchants n'étaient pas des armes, c'étaient des avocats et des fonctionnaires placés aux bons endroits. Son influence s'étendait du Bronx jusqu'à Wall Street, sans jamais avoir besoin d'élever la voix. Salerno n'avait pas besoin de réseaux sociaux ni de projecteurs. Son pouvoir vivait dans ce qu'il possédait. Costumes sur mesure, voitures de ville fortifiées, demeures luxueuses et un siège permanent au Palma Boys Social Club, lieu de rassemblement légendaire pour les décideurs de l'époque. Même après avoir été reconnu coupable lors d'un procès majeur en 1986, Fat Tony a refusé de se retourner contre qui que ce soit ou de demander un traitement de faveur. Dans son monde, la loyauté était inestimable et le silence valait son pesant d'or. Lorsqu'il est décédé en 1992, il a laissé derrière lui bien plus que de l'argent. Il a laissé un véritable plan d'action sur la façon dont l'influence, la stratégie et la discrétion peuvent tranquillement façonner une ville entière. Commentez Fat Tony dirigeait New York, si vous respectez ce type de pouvoir silencieux et stratégique. Michel Zaza, le roi de la contrebande d'Europe. Il n'est pas né pour le pouvoir. Il y est parvenu par ses propres moyens. Michel Zaza, connu dans toute l'Europe comme le roi de la contrebande, a transformé le commerce illicite en un empire de 700 millions de dollars qui a déjoué les frontières, les gouvernements et même les réseaux criminels rivaux. Tandis que d'autres se battaient pour le territoire, Zaza contrôlait les routes maritimes comme un PDG de multinationale avec un agenda caché, opérant depuis Naples. Il a transformé la mer Méditerranée en son autoroute personnelle, faisant transiter des millions de dollars de marchandises restreintes chaque semaine via les ports d'Italie, de France et d'Espagne. Mais Zaza n'était pas qu'un négociant dans l'ombre. Il possédait le luxe à grande échelle, villas sur la côte amalfitaine, plusieurs yachts amarrés le long de la Riviera et des fêtes opulentes réunissant politiciens, célébrités et hommes d'affaires de premier plan. Il s'habillait comme un monarque, faisait la fête comme une pop star et déplaçait l'argent comme un banquier. Le véritable génie de Zaza, il a construit de vraies relations avec l'élite économique et politique italienne. Il n'était pas craint pour sa violence. Il était respecté pour son influence. Ses liens avec de puissants réseaux du sud de l'Italie l'ont rendu presque intouchable pendant des décennies, et son charme s'est révélé tout aussi dangereux que n'importe quelle menace. Il savait exactement quand négocier, quand faire pression et quand disparaître. Finalement, son empire l'a rattrapé. Les procureurs italiens l'ont relié à un vaste réseau de comptes offshore et de transactions confidentielles. Mais à ce moment-là, sa légende était déjà gravée en or dans l'histoire souterraine de la Méditerranée. Griselda Blanco, la reine du commerce clandestin. Elle était la reine de la Seine avant même que le monde n'entende parler de Pablo Escobar. Griselda Blanco, connue comme la marraine de l'underground, n'a pas seulement enfreint les règles, elle les a réécrites. Née dans la pauvreté en Colombie,
Elle s'est frayé un chemin jusqu'au sommet de l'une des industries de l'ombre les plus dangereuses au monde, commandant le réseau secret de Miami d'une main de fer, avec un héritage teinté de peur. À son apogée, l'entreprise de Griselda valait plus de 2 milliards de dollars, bâtie sur la stratégie, l'intimidation et une ambition stupéfiante. Elle a fait entrer des tonnes de marchandises réglementées aux États-Unis chaque mois, utilisant tout, des faux ventres de grossesse aux sous-vêtements cousus avec des compartiments cachés. Mais sa véritable arme, c'était son esprit. Elle dirigeait ses opérations avec plus de rigueur que la plupart des entreprises légitimes, traitant chaque décision critique comme une note de service de conseil d'administration et négociant des accords qui auraient fait paraître Wall Street docile. Son goût pour le luxe était aussi féroce que son leadership. Griselda vivait dans des manoirs de plusieurs millions de dollars, recouverts de marbre et d'or, voyageait dans des limousines blindées et organisait des fêtes extravagantes où les diamants étaient distribués comme souvenirs. L'une de ses propriétés comportait une piscine sur mesure, en forme d'arme, un hommage glaçant à son style de commandement. Mais ne confondez jamais indulgence et vulnérabilité. Blanco aurait été lié à plus de 200 éliminations ciblées, dont beaucoup exécutées en plein jour par des équipes à moto, une tactique devenue sa signature. Elle a inspiré la peur dans tout le réseau caché de Miami, éliminant rivaux et traîtres sans hésitation. Finalement, son empire s'est effondré, mais pas en silence. Elle a purgé une peine de prison, a disparu des projecteurs, puis sa vie s'est achevée à 69 ans, abattue par 2 individus à moto à Medellín, en Colombie. Morte comme elle avait vécu. Elle reste une légende paradoxale, à la fois icône de style et symbole d'un contrôle impitoyable. El Chapo Guzmán, le cerveau du tunnel. Il n'était pas seulement une figure de la pègre, c'était un maître stratège de l'évasion qui a attiré l'attention du monde entier vers la clandestinité. Joaquín El Chapo Guzmán, le célèbre chef du réseau mexicain de Sinaloa, ne valait pas seulement environ 14 milliards de dollars. Il dirigeait l'une des entreprises clandestines les plus complexes et les plus vastes de l'histoire moderne. Ce qui rendait El Chapo si redouté n'était pas seulement son influence mondiale, c'était son étrange capacité à rester inaccessible. Il n'a pas fui la loi, il l'a déjouée, 2 fois. Sa disparition la plus légendaire, un tunnel d'1 mile de long creusé sous une installation de haute sécurité, équipé de bouches d'aération, d'éclairage et même d'une moto sur rail. Cela semblait sorti d'un film, mais c'était bien réel. Alors même que les nations investissaient des milliards dans la sécurité de leurs frontières, El Chapo se déplaçait dessous, menant littéralement ses opérations et échappant à la capture avec une précision presque militaire. Sa portée s'étendait sur 5 continents, avec des routes de distribution allant de Chicago à Hong Kong. Chaque année, son organisation transportait des volumes massifs de marchandises soumises à restrictions, générant des revenus qui rivalisèrent avec ceux des entreprises du Fortune 500. Son style de vie était à la hauteur de sa légende. El Chapo possédait des ranchs coûteux, des SUV blindés, un zoo privé et des dizaines de résidences cachées, certaines dans les montagnes, d'autres sous des villes entières. Une de ces maisons sécurisées était équipée de lits hydrauliques se soulevant pour révéler l'accès à un tunnel secret. Un véritable architecte de la paranoïa et de la précision. Mais finalement, le système s'est refermé sur lui après des années de traque internationale et de trahison. Il a été appréhendé et transféré aux États-Unis, où il demeure sous sécurité maximale. Plus de tunnels, plus d'issues de secours, plus de seconde chance. Son héritage perdure pourtant, symbole de la façon dont l'ingénierie du secret et une volonté inflexible peuvent remodeler les couloirs les plus sombres du pouvoir mondial. Commentez Le roi des tunnels si vous croyez que personne n'a jamais creusé plus profondément dans le pouvoir qu'El Chapo. Susumu Ishii, l'investisseur Yakuza. Ce n'était pas une figure clandestine, typique. Susumu Ishii n'a pas seulement dirigé un réseau dans l'ombre, il est discrètement devenu l'un des investisseurs les plus influents du Japon, tandis que d'autres figures de cercles similaires affichaient excès et bravade. Ishii portait des costumes sur mesure et étudiait les tendances du marché.
son arme de prédilection, la bourse de Tokyo. Dans les années 1980, alors que l'économie japonaise explosait, Ishii a transformé le capital caché en un empire financier sophistiqué. Il dirigeait plus d'1 milliard de dollars à travers des projets immobiliers complexes, des sociétés de premier plan et des transactions corporatives massives. Une seule tour de bureau à Tokyo valait 150 millions de dollars. Acquise non pas par des menaces, mais par des mallettes pleines d'argent et des relations de haut niveau. Il a fusionné racines de rue et ambitions financières si parfaitement que beaucoup, dans l'élite japonaise, ne savaient même pas à qui ils avaient véritablement affaire. Banquiers, courtiers et même politiciens assistaient à ces galas, le prenant pour un magnate traditionnel. Son portefeuille couvrait des tours résidentielles de luxe, des complexes de golf et des participations non divulguées dans des sociétés internationales. Une façade incroyablement rentable. Ishii a redéfini l'image du leadership clandestin. Moins de confrontations, plus de calculs. Son entreprise prospérait non seulement sur l'influence, mais sur l'intellect. Il fonctionnait comme un PDG d'entreprise, entouré de conseillers juridiques, de planificateurs stratégiques et de consultants financiers. Ce n'était pas de la criminalité de rue, c'était de la domination en col blanc. Malgré cette image soignée, de nombreuses sources font remonter ces fonds d'origine à des activités clandestines traditionnelles. Mais une fois canalisées par des fiducies immobilières et des entités offshore, le capital brillait de légitimité totale. Des réglementations plus strictes et une surveillance croissante ont finalement forcé son empire à se contracter. Mais son héritage demeure. Suzumu Ishii a prouvé qu'un réseau clandestin pouvait devenir une puissance financière silencieusement, élégamment et presque légalement sur le papier. Al Capone, le caïd originel. Il n'était pas seulement une figure de la clandestinité. Al Capone a été le premier hors-la-loi célèbre d'Amérique. Tandis que d'autres restaient cachés, Capone dominait volontairement les gros titres pendant l'ère de la Prohibition. Il a transformé les réseaux d'alcool clandestins et les bars secrets en une entreprise valant plus de 1,3 milliard de dollars en monnaie actuelle. Chicago était son domaine et chaque bar, chaque club, chaque coin de rue fonctionnait sous son influence. Mais voici ce qui rendait Capone différent. Il combinait l'intimidation avec la générosité publique. Oui, il supervisait des opérations secrètes de vente d'alcool appliquées par des hommes de mains loyaux. Mais il a également ouvert des soupes populaires pendant la Grande Dépression, nourrissant des milliers d'Américains en difficulté. Il était une sorte de Robin des Bois moderne, en costume de soie. Son manoir à Miami Beach n'était pas seulement luxueux, il était fortifié, équipé de passages secrets, de portes renforcées et d'une sécurité privée permanente. Le tout coûtait 40 000 dollars à l'époque, l'équivalent de plus de 700 000 dollars aujourd'hui. Il roulait dans des Cadillacs personnalisés et portait des costumes de créateurs, même pendant les moments de tension publique ou de négociations politiques. L'influence de Capone à Chicago était inégalée. Il a construit son emprise grâce à ses relations avec les juges, la police et même les dirigeants municipaux, s'assurant que son réseau demeure intact. À son apogée, il gagnait 100 millions de dollars par an, en grande partie grâce à des lieux de divertissement discrets et des services très demandés dissimulés derrière des clubs de jazz et des confiseries. Pourtant, il accueillait les projecteurs avec plaisir. Il souriait aux journalistes, posait pour les caméras et distribuait des cadeaux de Noël. Il voulait l'admiration autant que l'autorité. Mais la célébrité ne pouvait pas le protéger éternellement. En 1931, les agents fédéraux l'ont finalement arrêté, non pas pour violence, mais pour fraude fiscale. Il a passé 11 ans à Alcatraz, et à son retour, le monde avait changé pour toujours. Matteo Messina Denaro, le milliardaire invisible. C'était le roi fantôme des enfers. Matteo Messina Denaro, longtemps considéré comme le dernier grand parrain de l'ombre, opérait depuis les coulisses tout en contrôlant un empire estimé à plus de 4 milliards de dollars pendant près de 30 ans. Il a échappé à toutes les agences européennes d'application de la loi, mêlant intimidation et entreprise comme un véritable maître stratège. Tandis que les personnalités les plus puissantes recherchaient les projecteurs, Denaro a disparu de la vue,
Pas de réseaux sociaux, pas de photos, aucune trace publique. Pourtant, derrière des portes closes, il vivait comme un milliardaire fantôme. Il a discrètement acquis des vignobles, des supermarchés et même des parcs éoliens, les utilisant pour canaliser d'énormes sommes d'argent tout en apparaissant parfaitement légitimes. En Sicile, les histoires sur Denaro étaient légendaires. Les habitants ne prononçaient son nom qu'en murmures. Son influence aurait touché des personnalités judiciaires, des agents de sécurité et des familles entières, projetant une ombre longue et effrayante, alors même qu'il restait totalement invisible. Sa richesse s'étendait à travers des réseaux d'affaires en Europe, souvent sous des pseudonymes et des structures de propriété cachées. Au sommet de son influence, des villes entières fonctionnaient sous son contrôle. Maires, banquiers et promoteurs opérant tous dans un réseau d'allégeances silencieuses. Son portefeuille comprenait des propriétés de luxe, des collections d'art précieuses et des comptes offshore discrets, déplaçant des millions chaque mois. Même sa santé a ajouté au mystère. Diagnostiqué avec une maladie grave, il aurait utilisé plusieurs identités pour recevoir des soins médicaux privés tout en échappant aux autorités. Ce n'est qu'en 2023 que les autorités italiennes l'ont finalement localisé dans une clinique de Palerme, après des décennies d'insaisissabilité. Le fantôme a été capturé sans résistance. Denaro n'était pas seulement une figure de contrôle, il était un maître de l'invisibilité, un tacticien de la domination silencieuse, et la preuve vivante que l'on peut construire un empire colossal sans jamais se mettre sous les projecteurs. Commentez Le Roi Fantôme, si le monde caché de Denaro vous a laissé sans voix. Francesco Schiavone, le PDG des Enfers. On l'appelait le PDG souterrain, pour une bonne raison. Francesco Schiavone, également connu sous le nom de Sandokan, n'était pas seulement une figure de l'ombre. C'était un stratège implacable qui a bâti un empire secret d'une valeur de 47 milliards de dollars. Sa méthode était la discipline, jamais le chaos, contrairement aux figures flamboyantes du passé. Schiavone opérait comme un dirigeant d'entreprise, tenant des réunions stratégiques via des communications cryptées et opérant depuis un bunker souterrain avec des tunnels cachés, tandis que ses associés maintenaient le contrôle sur le terrain. Il dirigeait ses opérations avec une précision froide. Sa richesse était stupéfiante, bâtie en grande partie sur des contrats de construction dont beaucoup liés à des infrastructures publiques. Sociétés écrans, villas somptueuses, domaines privés, flottes de voitures de luxe et comptes bancaires étrangers n'étaient que le début. L'une de ces grandes demeures aurait abrité un tunnel d'évacuation caché sous une cheminée en marbre. Il exerçait une influence sur des municipalités entières, politiciens, entrepreneurs et même responsables de l'application de la loi auraient agi selon ses directives. Le réseau Casalesi s'étendait à tout, de la gestion des déchets et des permis de construire jusqu'aux infrastructures médicales. Des entreprises parfaitement légitimes devenaient le visage de l'opération, déplaçant discrètement des fonds à travers l'Europe avec une précision experte. Ce qui le faisait vraiment craindre, c'était son silence. Schiavone élevait rarement la voix, mais quand il parlait, on l'écoutait. Arrêté en 1998, il a quand même réussi à influencer les opérations depuis sa cellule pendant des années, en s'appuyant sur une structure interne stricte et des canaux loyaux. Il a fallu des années de surveillance, des opérations coordonnées et une coopération internationale pour finalement perturber durablement son système. Ce n'était pas un opérateur de rue, c'était un dirigeant de l'ombre dont l'empire rivalisait, en taille et en structure, avec celui des multinationales, Darko Saric, le courtier de pouvoir des Balkans. Imaginez un homme qui a construit un réseau mondial de 27 milliards de dollars, sans jamais occuper de fonctions publiques. Darko Saric, souvent qualifié de courtier de puissance des Balkans, a transformé la logistique illicite en une opération transcontinentale, rivalisant avec les plus grandes entreprises du Fortune 500 en termes d'échelle et de structure. Il ne se contentait pas de transporter des marchandises, il orchestrait une chaîne de distribution transatlantique avec une précision comparable à celle d'opérations militaires. L'ascension de Saric a commencé discrètement au Monténégro avant de s'étendre rapidement à la Serbie, la Colombie, l'Uruguay et l'Italie
en utilisant des flottes privées d'avions et de navires sur mesure. Il aurait transporté jusqu'à 5 tonnes de marchandises de grande valeur par itinéraire, chaque chargement valant des centaines de millions de dollars. Ses revenus ont financé une vie de luxe absolue. Îles privées dans l'Adriatique, super yachts, villas en Uruguay et un manoir aux finitions dorées à Belgrade. Mais Saric n'était pas seulement une question d'opulence, il fonctionnait comme un véritable magnate des affaires. Son organisation acheminait des fonds par l'intermédiaire de banques, d'entreprises immobilières et de sociétés holding établies au Panama et à Chypre. Des incitations financières circulaient stratégiquement pour assurer une fluidité totale dans les ports et les systèmes juridiques de certaines villes des Balkans. Son influence aurait même dépassé celle des autorités locales. Son équipe comprenait d'anciens militaires, des experts en cybersécurité et des conseillers juridiques. Il a développé des systèmes de communication cryptés, exploité des initiés des télécommunications et utilisé des sociétés écrans pour protéger l'ensemble de ses opérations. Sa portée n'était pas seulement vaste, elle était presque invisible. La percée des autorités est survenue lorsqu'elles ont intercepté 2,7 tonnes de sa cargaison au large des côtes uruguayennes, après des années à échapper à la capture. Il s'est rendu en 2014, mais a continué à exercer une influence depuis derrière les barreaux. Ce n'est qu'en 2023 qu'il a été officiellement condamné en Serbie, marquant la fin d'un règne qui brouillait définitivement la frontière entre empire criminel et entreprise légitime. Saric représentait une rare combinaison d'ambition, de secret et de stratégie. Un aimant de l'ombre qui mêlait discipline, tactique et commandement financier à grande échelle. Tous ces magnates clandestins ont prouvé une vérité fascinante. Les fortunes ne se construisent pas uniquement à Wall Street. Avec leur flotte de yachts, leurs domaines couverts d'or et leur cercle de partisans inébranlables, ils ont vécu plus grandioses que des rois. Mais à la fin, même les dynasties les plus puissantes finissent par s'effondrer, passant de réseaux valant des milliards de dollars à des cellules isolées. Leur parcours reste des récits édifiants, enveloppés de luxe et de mystère. Si vous avez été stupéfait par la façon dont ces figures de l'ombre ont rivalisé avec les plus grandes fortunes du monde, vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous à Opulence TV pour découvrir d'autres histoires de milliardaires à couper le souffle. Commentez Empire Legend si vous croyez que le pouvoir au plus haut niveau a toujours un prix élevé.